Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous écoutez Transfert et c'est déjà le 20e épisode. J'en profite pour vous dire que c'est vraiment chouette de lire vos réactions à chaque nouvelle histoire, votre enthousiasme ou vos retournements de bide. Qu'on est bien content de savoir que ça vous plaît et de recevoir vos mails et vos récits à vous. Continuez de partager, notez-nous sur iTunes, envoyez à vos copains, venez liker la page podcast sur Facebook et nous, on va continuer à faire de notre mieux pour épater vos oreilles. Et pour ce 20e épisode, voici l'histoire de Valérie, une histoire de petit fantôme, comme elle dit, qui raconte la manière dont le corps fait le lien entre vie et mort, qui raconte comment quelqu'un vit parce que l'on pense à lui, parce qu'on le nomme, même s'il n'a jamais vraiment respiré, qui raconte ce que c'est d'exister. Et c'est un épisode d'Agathe Le Taillandier. C'est une histoire de maternité, en fait. De ce que c'est que d'être une femme et de faire des enfants. De ce que ça peut être à la fois dans la joie et dans la douleur. On dit tu enfanteras dans la douleur, c'est la douleur physique, mais il y a aussi de la douleur psychologique parfois, et c'est un peu ça, c'est la maternité. C'est ce qui fait de moi une mère, voilà. Le point de départ de l'histoire, c'est la rencontre entre un homme et une femme qui décident de faire un enfant. C'est une histoire assez banale. C'est à peu près, c'est même très précisément en 97. Nous faisons un enfant qui s'appelle Jules. Ce qui était drôle, c'est que l'accouchement était déclenché. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le métro pour aller accoucher avec mon gros ventre. Et je regardais les gens qui partaient au boulot. Je disais, moi, je vais accoucher. Donc voilà, un petit garçon qui naît, tout se passe bien, on est super heureux. Voilà, c'est notre premier enfant, c'est génial. C'est marrant parce que j'ai pensé en lui donnant la vie que je lui donnais la mort en même temps. Simplement parce qu'il allait grandir et qu'un jour, il allait mourir. Et ça, j'avais eu cette pensée et puis je l'avais enlevée de ma tête. Moi, j'avais 30 ans. Donc, histoire heureuse et banale. Et puis, les années passent et on se dit, mais il faut lui faire un petit frère ou une petite sœur. On avait envie, on était contents, donc, je tombe enceinte 2 ans plus tard d'un petit garçon et c'est parti pour faire une famille, quoi. Un jour, mon compagnon et son fils étaient partis en vacances en Bretagne, dans une île, et moi j'étais restée à Paris toute seule. J'étais à plus de 7 mois de grossesse, 7 mois et demi, donc j'étais un peu fatiguée, j'avais pas envie de partir sur une île en Bretagne, faire beaucoup de trajets, et je vais à la maternité des Diaconesses pour faire une échographie de contrôle. On a des rendez-vous mensuels quand on est enceinte. La sage-femme qui me reçoit me dit « Ah, il y a un stagiaire qui est là, ça vous dérange pas si le stagiaire est là pendant l'échographie ?» Je dis « Non, pas du tout, au contraire, il faut bien qu'il apprenne son métier, tout ça. » Puis elle commence à me passer le petit instrument sur le ventre. On met un peu de gel et on passe l'instrument sur le ventre. Et puis le temps commence à s'étirer. Et je vois sa tête et je lui dis « Mais il y a quelque chose qui va pas ?» Et elle me dit je crois qu'il y a quelque chose qui va pas, j'entends pas son cœur en fait. Elle me le dit pas, mais quand elle me dit j'entends pas son cœur, il bouge plus, je comprends qu'il est mort. Alors le stagiaire commence à faire une drôle de tête. Et puis elle me dit je vais chercher quelqu'un. C'était le 13 juin 2000. Après, donc c'était il y a un petit moment, je me souviens plus exactement, mais il y a eu une espèce de branle-bas de combat, et je me suis retrouvée avec mon gros ventre, toute seule, avec cette nouvelle. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à organiser les choses, qui était le truc qui m'a sauvée, et qui, en règle générale, toutes ces années m'a sauvée, c'est de dire, alors on va faire des choses concrètes.
Donc concrètement, c'était appeler la copine chez qui je devais passer après, qui habitait juste à côté de la maternité, chez qui je devais récupérer un truc et lui enfiler un autre, lui dire écoute là, le bébé est mort, je peux pas passer. Après, appeler mon frère avec qui je devais déjeuner pour son anniversaire, parce que c'était son anniversaire. Et puis je passais des coups de fil, et à chaque coup de fil, il fallait que j'annonce cette mauvaise nouvelle. Et le fait d'annoncer la nouvelle me la rendait plus concrète, en fait, et plus vraie, parce que je passais mon temps à me dire non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée m'acheter des clopes, parce que j'avais arrêté de fumer, évidemment, pour la grossesse. Et j'ai commencé il faisait super beau, j'étais dans le parc de la maternité, parce qu'ils ont un super parc au Diaconesse, et je fumais mes clopes. Les gens me regardaient avec mon gros ventre, évidemment. Je ressentais plus. Moi, je repoussais le moment de l'annoncer, d'appeler en Bretagne et de l'annoncer à mon fils et à son père. Et puis, il a bien fallu que je le fasse. Et ça, c'était, je pense, un des moments les plus durs. Mais je l'ai fait. Et puis, mon amie chez qui je devais aller ce jour-là est venue me retrouver. Et donc, avec elle, elle a été super. Avec elle, on a fait tous les trucs qu'il fallait organiser. Et tous ces trucs très concrets qui font que y a une partie de la douleur qui est moins présente. Parce qu'il faut... il fallait que j'aille chercher des vêtements pour aller... pour retourner à l'hôpital. Parce qu'il fallait que j'aille accoucher. Là, le bébé était mort in utero. Voilà, ce qu'on appelle une mort in utero, c'est comme une sorte de mort subite. Et moi, je pensais que il suffit de faire une césarienne et puis bye bye. Mais en fait, on fait pas de césarienne quand le bébé est mort, en fait. Parce que la césarienne, c'est vraiment quand il y a un danger pour la mère ou pour l'enfant. Donc on accouche tout à fait normalement, en fait. On prend un petit médicament qui s'appelle le RU81, je crois, et on accouche. Et là, les gens de l'hôpital ont été vraiment... la maternité ont été vraiment super. J'ai rencontré une sage-femme, par hasard ou coïncidence, qui avait vécu ça aussi. Donc, elle était vraiment très douce. Elle s'appelait Marie-Pia, je crois. De très bons conseils. Enfin, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Et puis, mon compagnon est venu. Il dormait avec moi. On lui a trouvé un lit de camp. Enfin, on était vraiment très, très proches dans ce moment-là. Et très bien accompagné, quoi. Vraiment, c'est super important. Tout le temps de l'accouchement, je n'arrivais pas à croire qu'il était mort, cet enfant. Et ce n'est que quand il est né et mort, enfin là, c'est le moment un peu bizarre où naissance et mort sont complètement imbriqués. Voilà, c'est qu'au moment où je l'ai vu que j'ai compris que j'avais beau espérer, il était vraiment, vraiment mort, quoi. Le directeur des Diaconesses, Thierry Harvey, disait il faudrait que vous voyiez l'enfant. Et au départ, on n'a pas du tout envie, quoi. Évidemment. Et je me souviens qu'il avait une image qui était pas mal. Il disait c'est comme un bateau. S'il n'a pas d'ancre, il va dériver et vous allez vous battre avec des fantômes. Au moins, vous avez une image. Et puis en plus, vous verrez cet enfant, vous le trouverez beau et vous l'aimerez. Et effectivement, c'était le cas. C'était un enfant mort, mais c'était un bel enfant, quoi. Parce que c'était une partie de moi, parce que, voilà... il n'avait pas de prénom au départ, donc on lui a donné un prénom. On l'a appelé Aimé, parce qu'en plus, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, mais on lui a donné le prénom quand on a su qu'il était mort. On rentre chez mes parents qui m'ont hébergé quelques jours, parce que j'avais envie de voir mon fils qui gardait, le petit, qui avait 3 ans à ce moment-là. Puis voilà, et puis l'enthousiasme des retrouvailles avec mon fils, le vivant, tout ça fait que, voilà, la vie reprend. Et là, effectivement, je me sentais assez coupable, d'autant qu'il est mort d'une chose qui est très rare. Il y a eu une transfusion fœto-maternelle, c'est-à-dire que tout son sang s'est déversé dans mon sang. Mais il n'y a pas eu de choc. Médicalement, c'est un truc que je ne connaissais pas. Et donc, moi, je me suis sentie vraiment coupable. Je me suis dit, mais ça se trouve, il y a quelque chose en moi. C'est comme si j'avais pris le sang de mon enfant. Et j'ai commencé à devenir un peu folle, quoi. Enfin, un peu folle, j'exagère, mais je faisais beaucoup de cauchemars. J'arrivais pas à avoir une femme enceinte. Évidemment, j'arrivais pas à avoir de nourrisson. Enfin, je regardais les chiffres. Je disais, il est mort le 13 juin. Et puis, j'étais dans la chambre numéro 13 ou je sais pas quoi. Enfin, je faisais
Tous les matins, je me réveillais, je pensais à ça. Arriver à prendre un nourrisson dans ses bras, il faut au moins 6 mois. Voilà, il y a pas mal de choses. Puis en plus, physiquement, le corps est là pour rappeler. Enfin, il faut arrêter l'allaitement qui se fait, c'est-à-dire la montée de lait, elle se fait naturellement, donc il faut l'arrêter. On a encore un ventre de femme enceinte. Outre la douleur, voilà, la douleur de perdre quelque chose, il y avait la culpabilité. Et puis il y avait le fait que c'est difficile d'en parler parce que c'est un bébé que personne n'avait vu. Tout le monde avait vu juste mon ventre. Et c'est un deuil particulier puisque c'est un enfant qui n'a pas vécu. Il n'y avait pas de souvenir, il y avait pas. C'est pour ça que c'était important de lui donner un prénom et qu'il soit sur notre livret de famille. Mais par contre, ça a été un peu compliqué. Donc on était en 2000, ça restait encore compliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'aille à la mairie avec mon livret de famille et que je m'assoie, non pas dans le petit bureau des naissances, mais dans le petit bureau des décès. Et la personne ne voulait pas l'inscrire sur le livret de famille. Et en fait, il semble qu'il y ait une loi qui est que on passe du statut de fœtus au statut d'enfant, ou d'enfant, ou de bébé, ou de personne humaine, justement après le seuil de 31 semaines. Et moi, je devais être à, je ne sais plus combien, 31 semaines et demie, ou 32 semaines de grossesse. Et donc, je leur disais, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un être humain, donc je voudrais qu'il soit dans mon livret de famille, deuxième enfant, et vous le mettez dans la case décès et pas dans la case naissance. Mais j'avais besoin qu'il y ait une trace au moins écrite, que j'ai pas rêvé, quoi. Ça a pris un petit peu de temps, la dame, elle est partie au fond parler avec son chef, qui est revenu l'air un peu embêté, et tout ça. Je lui dis, mais vous, ça vous fait quoi ? J'ai le papier de la maternité, il est né mort, voilà, j'ai une preuve. Moi, ça me fait plaisir, vous, ça change rien pour vous, et c'est important qu'il existe. Et puis le temps passe, et puis on se reconstruit, et 1 an après, pile, je tombe enceinte. C'était donc, juillet 2001. Je tombe enceinte, et en même temps, on décide de quitter Paris et de partir vivre dans le sud de la France, avec notre petit garçon qui, à ce moment-là, a 4 ans. Le début de la grossesse, j'ai fait quelques rendez-vous au Diaconesse, toujours le même, dans le 12e, avec toujours Thierry Hervé, ce type incroyable, qui me dit « Mais la probabilité pour que ça arrive 2 fois de suite est à peu près la même pour qu'un avion vous tombe sur la tête en plein désert. » Je dis « Oui, c'est vrai, on tente le coup, on est content. » Et à l'échographie, la première échographie au tout début, il me dit « Ah, mais c'est une fille. » Je lui dis « Ah, c'est super, comme ça, il n'y a pas de répétition. » J'arrive à passer ce stade de la 31e semaine en croisant les doigts parce que c'était là où était arrivé le problème pour le précédent. On part faire une échographie. On rigole dans la salle d'attente parce qu'on cherchait les prénoms et je me souviens on rigolait sur Gladys parce qu'on regardait la liste des saints et tout ça. Je me disais, mais il n'y a jamais eu une sainte Gladys. Et on se disait, mais comment ça se prononce ? On dit Gladys ou... Enfin bon, bref, on rigolait, on était super contents. Et puis l'échographe dit, attendez, il y a un problème là. On dit, ah bon ? Non, il n'y a pas de problème. On dit, si, il y a un problème au cerveau. Et en fait, elle avait une dilatation ventriculaire de 4 mm au cerveau, ce qui est à peu près rien. On commence à rentrer dans un espèce de système de médecins, d'IRM, et tout ça prend un peu de temps, prend 15 jours, 3 semaines, on ne sait jamais si c'est grave ou pas grave. Les 4 mm deviennent 12 mm, puis 16 mm, et à partir d'un certain nombre de millimètres, on commence à nous faire comprendre que c'est une enfant dont le cerveau pourrait être détruit, en fait. Et les médecins commencent à nous dire il faut envisager une interruption médicale de grossesse. Je leur dis, attendez, nous, on a perdu un enfant juste avant, il y a 1 an. Moi, il faut venir me chercher avec un fusil si vous voulez que j'interrompe la grossesse, il n'en est pas question. On a eu plein de conseils. Puis une autre femme nous a dit, mais le problème, c'est que c'est des enfants qui souffrent, en fait. Et moi, ça a été, en tout cas pour moi, et pour mon compagnon aussi, ça a été ça qui a été le déclencheur de la décision. On s'est dit, ça sert à rien de faire un enfant qui va souffrir toute sa vie, physiquement et sans cerveau, quoi. Ça sert à rien de faire un enfant qui va être juste la vie pour la vie, quoi. Juste comme
un gentil légume, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y avait de la culpabilité aussi, parce que cette fois, il y avait une décision à prendre. Et décider de faire mourir son enfant, c'est pas il faudrait que je dise plutôt bébé qu'enfant, mais bref, dans ma tête, c'est... donc la culpabilité revenait, mais d'une autre façon. Et là, par contre, c'était dans des circonstances... c'était à la Timone, à Marseille, et c'était dans des circonstances beaucoup moins douces que la première fois. Il m'avait mise juste à côté des femmes qui accouchaient, donc qui me parlaient, qui me demandaient pour quand c'était, et tout ça. Et je voulais pas les attrister en leur disant bah non, moi je vais, elle va mourir, quoi. Et la sage-femme, c'était une sage-femme quasi stagiaire, toute jeune, et qui faisait ce qu'elle pouvait, mais elle était pas du tout préparée à ça, en fait. L'accouchement se passe, et cette fois, on organise un enterrement, parce que ma grand-mère habitait Marseille, et il y avait une tombe familiale à Marseille, où était mon grand-père et des gens de ma famille. On a fait une petite cérémonie avec mes parents, mes frères, les parents de mon compagnon, et notre fils, qui maintenant avait 5 ans, en mars 2002. Et on a mis une petite plaque sur laquelle on a aussi mis son petit frère. Parce que le petit frère, Aimé, il a été incinéré. Donc on n'avait pas de traces de lui. Donc il lui manquait un endroit. Donc on a fait une petite plaque pour dire que voilà, Aimé et Lison étaient là. D'ailleurs, c'était assez drôle d'aller aux pompes funèbres. Le type des pompes funèbres, il comprenait rien. Il disait mais mais il y a 2 personnes, mais il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de mort. On lui explique c'est 2 bébés, vous mettez juste la date de leur naissance à la maternité pour chacun, ça suffira. Voilà, donc mars 2002, on est dans le sud de la France. Moi, je suis dévastée. Mon compagnon aussi. Enfin bref, il fait super beau, mais rien ne va plus parce que le vide était énorme. La culpabilité était très forte au moment de la prise de décision d'une interruption de grossesse. Et après, très vite, en tout cas moi, mon compagnon, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé que je ne voulais pas me sentir coupable. Je continue à y penser tous les jours, je continue à me réveiller tous les matins en pensant à ses enfants. Lison, on l'a vue aussi à la naissance. Elle était magnifique. Et même les sages-femmes m'ont dit... mais là, ce qui nous a frappé, c'était la beauté de ce bébé. L'entourage proche, c'est-à-dire les amis, les parents, mes frères, très vite, l'entourage proche, dès la première mort, ils ont compris à quel point c'était douloureux. Par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu, les gens parlent de fausse couche, en fait. Parce que la mort est tabou de toute façon, alors qu'on est dans une société très médicalisée, les médecins, ils peuvent pas expliquer pourquoi certains enfants naissent et d'autres meurent avant de naître. Et puis parce que naissance et mort sont tellement mélangés dans ces moments-là, moi-même, je sais pas, ces 2 bébés, leur naissance est arrivée après leur mort. Donc c'est quand même un truc bizarre dans une vie, si courte soit-elle. Enfin, donc, et en même temps, c'est des moments très forts parce que tout est mélangé. Et puis arrive ma meilleure amie, qui avait déjà 2 garçons. On arrive vers décembre 2002. Et ma meilleure amie est enceinte. Et au début, elle voulait pas trop me le dire, etc. Parce qu'elle voulait pas. Puis après, je m'en suis réjouie avec elle. Je disais, bah, chouette, un enfant qui arrive et tout, super. Et puis, fin décembre, il naît et il va pas bien du tout. Et la mère et l'enfant sont emmenés à l'hôpital Necker. Et c'est un petit garçon qui s'appelait Gaspard et qui a vécu 15 jours à Necker. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Ça va, nous, on l'a vécu 2 fois. Et pourquoi est-ce que ça arrive à ma meilleure amie? Pourquoi je porte la poisse? Et là, la culpabilité revenait. Je disais, je porte la poisse, en fait. Ça arrive tout le temps autour de moi, c'est comme ça. Quelqu'un m'a jeté un sort. Et en plus, c'est contagieux, ça arrive aux autres. Enfin. Et puis, il y avait aussi cette idée très bizarre qui était que je l'enviais. Je lui disais, mais bon,
je me disais, je l'enviais parce qu'elle l'avait vu les yeux ouverts, en fait. Elle l'avait vu vivant. Enfin, je me disais, mais que faire, quoi? Que faire pour arrêter de subir ces morts-là? Et c'est là où j'ai décidé de faire un documentaire là-dessus. Et je suis allée filmer ma meilleure amie et on a parlé de ça. Qu'est-ce que c'est que de perdre un enfant, un bébé que personne n'a vu, à part ses parents, enfin que personne n'a vu vivant ou peu de temps, enfin bon. En fait, je faisais tout le chemin avec ma caméra pour filmer des gens, toutes les étapes du temps et du deuil jusqu'à une personne qui était de la génération d'après, en fait, qui était née après un enfant mort, et ça avait été un secret de famille. Et elle l'avait découvert en psychanalyse, parce qu'elle avait toujours le même rêve qui revenait, et en fait, elle était en train de découvrir, la psychanalyste lui avait dit, mais ce rêve, demandez à vos parents, mais vous avez un enfant mort derrière vous, quoi. Enfin, avant vous. Je pense que mon rapport à mon corps a changé. Je voulais être forte physiquement. Ça, c'était très important. Je sais pas, ouais, je voulais être forte, musclée, enfin, mais un côté un peu guerrière, quoi. Oui, je me suis mis à faire beaucoup plus de sport et je voulais que mon corps soit solide. Et sinon, intimement, sur les relations de couple, etc., notre couple tenait toujours, mais le couple tenait beaucoup sur ces épreuves qu'on avait passées ensemble et plus sur des joies communes. Mais au fur et à mesure que je faisais le documentaire, j'avançais dans le deuil, et donc l'idée de quand même repartir, quand même retenter le coup est venue. L'idée, elle est venue en septembre. On a dit, bon, allez, on saute, genre façon sans élastique. On y va. Et je suis tombée enceinte en octobre. J'ai une amie qui m'a dit, il y avait un tout petit créneau, là, il s'est engouffré dedans, lui, il avait vraiment envie de venir sur Terre. Je retourne à la maternité des Diaconesses, je suis accueillie comme une reine, et on arrive à juin, on fait une dernière petite consultation avec toujours le même directeur des Diaconesses, qui nous accueille en disant alors, comme dirait mon fils, elle flippe sa race, hein. Je dis ouais, elle flippe sa race, mais on est quand même là, on est quand même à 8 mois et demi, là, ça commence à sentir bon. Et il me dit, bah ouais, et d'ailleurs, on va déclencher la naissance, là. Il devait naître le 14 juillet, il me dit, on déclenche. Je dis, ah, non, mais moi, je suis pas prête du tout. Et tout. En fait, il avait peur comme nous, quoi. Il dit, bon, tout va bien, donc on déclenche. Et c'est lundi. On était genre vendredi, quoi. Il dit, allez, vous venez à la... Je dis, bon, d'accord. Et le lundi, j'arrive à la maternité, je me retrouve dans la salle Marie-Galante, où j'avais accouché de Aimé, de celui qui est mort, et je fonds en larmes. Je dis, ah non, je vais pas y arriver. Il me dit, si. Je dis, bon, d'accord, mais pas de péridurale. Ils me disent, ah, vous êtes malade, là. Pourquoi vous voulez pas de péridurale? Je dis, bah, comme ça, je vais avoir très, très mal. Je vais gueuler, tout ça, mais au moins, je vais me focaliser sur la douleur physique, et j'aurai moins peur, quoi. Et la douleur physique, elle évacue la douleur morale, en fait. Et puis Victor est né 3 heures après, quoi. Il est venu assez vite. Son père voulait un prénom italien. Comme j'avais vraiment morflé à l'accouchement, j'ai dit, ah, c'est moi qui choisis le prénom, on va l'appeler Victor. Il y avait d'autres prénoms qui me venaient avant, et celui qui me venait le plus, c'était Émile. Et puis j'ai compris après que c'était le mélange des prénoms des 2 précédents. Aimé et Lison, ça fait Émile. Je me suis dit, oh, le pauvre, on va peut-être pas lui donner ça, quoi. On va pas lui donner le poids des 2 précédents, donc on l'a appelé Victor. Parce que victoire, évidemment, t'es le vainqueur, quoi. Son grand frère, Jules, avait 8 ans à la naissance de son petit frère, Victor. Mais pendant toute la grossesse, il avait dit, non, mais alors ce bébé, quand il va naître, moi je vais le jeter aux toilettes. Moi, ce bébé, moi je veux qu'il meure, j'en veux pas, etc. Et c'était pas la jalousie habituelle du grand frère qui va avoir un petit frère. C'était juste qu'il avait vécu 2 morts et qu'il les avait subies comme nous, et que pour lui, si lui, il le tuait, et si lui, parfois, il voulait m'attaquer le ventre avec une fourchette et tout ça, là, tout d'un coup, il subissait pas, en fait. Et ça a été sa façon à lui de réagir. Mais par contre, quand il est né, il m'a demandé, il m'a dit, t'as eu mal?
Ah ouais, bon, d'accord, mais ça valait le coup, allez. Quand les gens me demandent, je dis, j'ai un fils qui a 18 ans, un autre qui a 10, ils ont 8 ans d'écart. Et tout le monde me dit, ah, 8 ans d'écart, mais c'est avec le même père. Je dis, oui, c'est avec le même père. Ah, c'est quand même beaucoup, 8 ans d'écart. Et puis, il y a une période, j'aurais dit, ouais, mais il y a 8 ans d'écart, mais il y a 2 morts entre les deux. Maintenant, je dis pas, je dis, non, 8 ans d'écart, c'est super, parce qu'il n'y a pas de jalousie, ils s'entendent super bien, et je suis passée à autre chose. Tout le monde me dit, je suis trop sympa avec mon fils. Mais évidemment, évidemment, je suis trop sympa avec mon fils. Lui, il est trop inquiet, il n'arrive pas à dormir. Il a de l'énergie, on dirait qu'il a de l'énergie pour 3. Bon, tout ça, on voit très bien d'où ça vient, quoi. Et puis, c'est pas grave. Le petit, quand il a eu 4 ou 5 ans, je lui ai dit, j'ai senti c'était le moment, et je lui ai expliqué. On était dehors à la campagne, on avait fait un grand feu de joie, puis j'ai pensé aux 2 autres. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, 4-5 ans, il a la parole, je peux lui expliquer. Je lui ai dit, voilà, entre Jules, ton grand frère, et toi, il y a eu 2 bébés, mais les 2 sont morts, en fait. Il me dit, ah bon, ils sont morts comment? Je dis, ça arrive, les bébés meurent, ils naissent pas toujours vivants. C'était 2 fois pas de chance. Il me dit, ah, ils sont où? Je dis, ils sont quelque part, dans le ciel. Je suis pas très à l'aise sur ces trucs-là. Je dis, bon. Alors il me regarde, il me dit, dans le ciel, n'importe quoi. N'importe quoi, ils sont pas dans les nuages et tout. Je dis, bon, on sait pas où ils sont, mais ils sont dans nos souvenirs, en fait. Et c'était joli parce que c'était un week-end à la campagne où on fêtait l'anniversaire de son père. Et moi, j'étais au fond du jardin avec lui à discuter. Et après, il a couru voir son père. Et il a pris, dans une espèce de vieille malle où il y avait plein de vieux jouets, il a pris un bébé, une vieille poupée qui avait plus de tête, qui avait de la tête, mais qui avait plus de cheveux, une vieille poupée un peu. Et il allait l'offrir à son père pour son anniversaire. Donc ça, c'était vraiment joli, ouais. Cet épisode est signé Agathe Le Taillandier, réalisé par Alexandre Moniol, sur une musique composée par Pauline Thompson et mixée par Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez des histoires à nous envoyer, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à podcast@slate.fr. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.